Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition. Mon nom c'est François Jadeni, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, c'est notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur différentes plateformes. D'abord sur www.radioimmigration.com. Ensuite sur la page Facebook de Vision Max Service. Vous pouvez aussi nous suivre sur Radio Nou, Radio Éclat, Radio PBS Live. En Haïti, il y a 3 stations de radio qui diffusent cette émission. Radio Solidarité dans l'Ouest, Radio Télé-Express à Jacmel, Radio Macaya dans le Sud. Alors, comme on a toujours dit, on fait de notre mieux pour vous donner les derniers développements en immigration au Canada parce que ça vous permet de planifier votre vie. Par exemple, il y en a qui sont à l'étranger, qui aimeraient venir visiter le Canada pendant l'été, mais avec les informations qu'on vous donne, vous savez que même si vous avez le visa de visiteur, ça va être difficile parce que ça prend des autorisations. Il y en a, par exemple, qui sont à l'étranger, qui sont en phase de devenir résidents permanents. Maintenant, ils vont apprendre que depuis le 21 juin, on autorise les personnes qui ont finalisé leur dossier à rentrer au Canada. Parce que depuis mars 2020, depuis le 18 mars 2020, les gens qui avaient terminé leur dossier de résidence ne pouvaient pas rentrer parce qu'avec la COVID, il fallait protéger les citoyens canadiens. Alors, vous voyez, c'est qu'avec les informations qu'on vous donne, vous êtes en mesure de prendre de bonnes décisions parce qu'au moins, en temps réel, vous savez ce qui se passe en immigration au Canada. Ce soir, à l'émission, nous avons plusieurs points à partager avec vous. D'abord, on va vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Ensuite, on va vous parler des nouvelles. Parmi les nouvelles, d'abord, on parle de l'ouverture prochaine aux touristes. C'est le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, qui l'a annoncé. En même temps, il annonce que la fin de la quarantaine sera bientôt pour les personnes qui sont vaccinées. Et il y a de nouvelles dispositions pour les résidents permanents, les personnes qui sont à l'étranger et qui devront rentrer ici au pays. On va parler également de la Journée mondiale des réfugiés. Ça a été célébré dimanche dernier, le 20 juin 2021. Et en même temps, il y a un rapport accablant sur la détention des migrants. Amnesty International dénonce la façon du Canada de traiter des gens, des personnes, des enfants qui vont en prison
C'est incroyable. Ça veut dire que l'ONU dit que le Canada, qui fait partie du G7, le Canada qui a cette tradition de respecter les droits des gens, ne devrait pas, jusqu'à présent, mettre des enfants en prison parce que leurs parents n'ont pas de papier. Ça, c'est inacceptable. Ensuite, au niveau du Québec, on va parler de la régionalisation de l'immigration. C'est le Parti québécois qui a proposé ça. Alors, par la suite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et notre éclairage aujourd'hui, c'est surtout sur la question des réfugiés, c'est surtout sur les personnes qui sont à l'étranger et surtout pour vous qui êtes ici, qui attendez ou bien qui avez déjà une audience. On va vous parler de ça. On va prendre des questions et des commentaires. On vous dit souvent, c'est que même si nous sommes derrière le micro, mais si vous avez une question, un commentaire, vous pouvez le faire pendant que vous écoutez parce qu'un membre de l'équipe va vous répondre. Alors, restez avec nous et invitez vos amis à être branchés pour qu'ils puissent tout savoir sur l'immigration au Canada. Nous prenons la première pause à l'émission. Nous serons de retour après cette dite pause. C'est promis. Alors, à tantôt. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, le 438-382-9398. Et si vous voulez avoir des dernières mises à jour, vous pouvez aller également sur notre site internet www.visionmaxservice.com. Et si vous voulez aussi avoir un rendez-vous de consultation, vous pouvez compléter le formulaire. Dans les 48 heures, nous allons vous contacter. Et par la suite, si vous voulez envoyer un message WhatsApp, c'est 438-876-9398. En Haïti, le numéro de téléphone, c'est 48 20 78 18 22 09 76 82. Maintenant, on va parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est que on peut dire que le Canada est en train de déconfiner, le Canada est en train d'ouvrir ses frontières. Et c'est sûr que vous allez voir dans les nouvelles qu'on a annoncé que avec les États-Unis, ça va prolonger. Mais on voit que de plus en plus, il y a un retour à la normale qui s'annonce. Alors, si vous êtes visiteur, okay, vous voulez venir au Canada, jusqu'à présent, on n'a pas encore de décision prise par rapport à vous. C'est toujours les mêmes choses. Ça veut dire que non seulement vous devez avoir l'autorisation, vous devez en même temps utiliser ArriveCan, vous devez porter un masque et suivre, faire et être vacciné. Ensuite, vous devez suivre tous les règlements. C'est la même chose jusqu'à présent. Et si on n'est pas exempté de la quarantaine, normalement, on doit suivre la quarantaine. Ça, c'est ce qui est dit, parce que c'est important par rapport à ça. On doit suivre la quarantaine, même si c'est ça. OK? Mais si on vient des États-Unis, c'est sûr que par rapport à ça, c'est que si on vient des États-Unis, on doit aussi suivre les règlements, démontrer que ce voyage-là est un voyage essentiel. Oui, alors, on a dit que pour les États-Unis, on doit effectivement pour démontrer qu'on voyage pour des raisons essentielles.
Mais si, par exemple, vous voulez savoir qui est exempté de la quarantaine, vous devez être parmi ces personnes-là, vous fournissez des services essentiels, vous assurez le transport des biens, vous recevez des soins médicaux dans les 36 heures suivant votre entrée au Canada, vous traversez régulièrement la frontière pour aller travailler, ok, ou bien vous êtes un étudiant qui traverse régulièrement la frontière pour aller à l'école, là, effectivement, vous êtes une personne qui sera exemptée. Mais actuellement, il n'y a aucune exception pour les voyageurs vaccinés pour l'instant. Maintenant, si ça c'est pour les étudiants et c'est pour les visiteurs, et si maintenant vous avez une raison, vous voulez effectivement faire valoir que vous ne pouvez pas, vous avez besoin de l'exemption, à ce moment-là, vous écrivez aux autorités sanitaires et là on va traiter votre dossier. Et lorsque vous avez votre visa de visiteur, et là maintenant vous arrivez ici, il faut toujours respecter la durée du séjour. Alors, si c'est un visa régulier, c'est 6 mois. Si c'est un super visa, c'est 2 ans. Alors, de toute façon, organisez-vous pour respecter la durée du séjour. Et en plus de ça, normalement, vous n'êtes pas, par exemple, vous ne pouvez pas travailler, mais on a donné la possibilité à des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas voyager, de faire une demande de permis de travail dans la mesure où ils ont une offre d'emploi. OK? Ensuite, c'est important, après le séjour, si vous voulez y rester, il faut prolonger votre séjour. C'est vraiment important de le faire parce que si vous allez avoir des problèmes avec le gouvernement canadien. Maintenant, pour les étudiants étrangers, c'est presque la même chose, sauf que là, maintenant, on prépare l'entrée officielle, ou bien c'est la session d'automne. On pourrait dire que c'est la première session en présentiel ici au Canada depuis la COVID. Alors, on prépare à recevoir beaucoup d'étudiants étrangers. Alors, on dit que là, ne demandez pas de permis d'études à l'entrée et à la frontière, mais faites votre demande en ligne. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé, il faut respecter votre permis d'études. Il faut étudier avant de pouvoir travailler. Parce que si vous n'étudiez pas, vous n'avez pas le droit de travailler. Et ensuite, on vous dit que pendant les études, vous êtes en mesure de travailler 20 heures semaine. Et après les études, après avoir le diplôme et obtenu le diplôme, vous pouvez maintenant faire une demande de permis de travail post-diplôme. Si votre permis d'études a expiré, il faut renouveler votre permis d'études. Alors, il faut suivre toutes les directions et toutes les directives des autorités. Et s'il vous plaît, ne travaillez pas si vous n'avez pas encore commencé à étudier. Maintenant, pour les demandeurs d'asile, les personnes qui se présentent au point d'entrée et à la frontière, sachez que l'entente sur le pays tiers sûr reste en vigueur. Ensuite, pour les entrevues, pour les gens qui sont ici au Canada, ça veut dire qu'il faut recevoir, et effectivement, il faut avoir un rendez-vous, il faut recevoir une correspondance. Et sachez qu'il faut utiliser Postel pour toutes vos demandes par rapport à ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déposer une demande d'asile directement à un bureau ici au Canada. Et autre chose, c'est que pour les bureaux d'immigration, on dit que ces bureaux-là, maintenant, reçoivent sur rendez-vous. Et de plus en plus, on travaille pour finaliser les dossiers. On voit qu'effectivement, des structures ont été mises en place. Dans toutes les sections, on voit que ça fonctionne très bien. Maintenant, pour la citoyenneté, on voit que ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Les cérémonies se font, oui, et au niveau de Zoom ou bien à distance. Mais par exemple, pour les examens, sachez que pour les examens, ce qui arrive, c'est qu'il faut avoir l'invitation. On ne peut pas vraiment traiter votre dossier. Il y en a qui voudraient qu'on traite leur dossier en urgence. C'est sûr que nous, on n'est pas en mesure de vous offrir cette possibilité-là. Et c'est à l'immigration de décider par rapport à ça. Et sachez que pour le temps passé au Canada, c'est ce qui compte. Même si, par exemple, vous allez, vous prétextez qu'il y avait la COVID, que vous ne pouvez pas rentrer, on va vous dire que non, ça ne tient pas parce que les résidents permanents et les citoyens canadiens ont toujours eu la possibilité de rentrer au pays. Si vous n'êtes pas rentré, c'est parce que vous n'avez pas voulu venir au Canada, mais c'était possible. Pour l'immigration à Québec, c'est encore la même chose, on n'a pas de changement. Pour la commission de l'immigration du statut de réfugié, là maintenant, on continue avec les audiences virtuelles. On est rendu au niveau des rendez-vous au mois d'octobre.
Alors ça avance et puis apparemment toute l'année va être faite avec des audiences virtuelles. On ne sait pas pour 2022 si on aura des audiences en présentiel, mais on attend. C'est tout pour les répercussions de la COVID sur l'immigration. On va juste prendre une toute petite pause et après on va commencer avec les nouvelles. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Là maintenant, on commence avec les nouvelles. Alors pour les nouvelles, dans un premier temps, on va parler de la situation à la frontière. Et vous savez que depuis le 21 juin, c'est annoncé que le gouvernement canadien prolonge la fermeture de la frontière avec les États-Unis. Alors le 21 juillet, par exemple, c'est peut-être la dernière date de prolongation de fermeture de la frontière parce que déjà, le gouvernement canadien annonce des mesures d'assouplissement. Alors, il faut dire que M. Trudeau fait face à beaucoup de pression et de certaines provinces ici au Canada et ensuite des élus des chambres et des gens d'affaires des États-Unis aussi qui multiplient les appels du pied au gouvernement Trudeau et à l'administration Biden parce qu'on dit que le secteur du tourisme est vraiment affecté par ça. Alors, M. Trudeau doit également bien gérer la question parce que si à l'automne il y a des problèmes de santé, tout le monde va dire c'est parce que lui, il a été négligent. Alors, vous voyez qu'il est en train de s'organiser, il doit peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Maintenant, ce qui arrive, il a annoncé que l'ouverture au tourisme, c'est une question de semaine. C'est ce qu'il a annoncé. Parce qu'il dit que la tendance à la baisse a permis au gouvernement canadien de dévoiler les premiers allégements qui entreront en vigueur à compter du 6 juillet. Les voyageurs totalement vaccinés à partir de cette date-là, par l'un des 4 vaccins reconnus au Canada, seront exemptés de quarantaine. Vous vous rappelez, la quarantaine, c'était la mesure obligatoire. Une fois qu'on rentre au pays, on devait aller à un hôtel qui est réservé par le gouvernement et on devait payer des frais. Alors, on dit que maintenant, on va mettre fin à cette quarantaine-là si les gens sont totalement vaccinés. Mais ce sont des vaccins reconnus au Canada. Si on vient avec un vaccin de la Chine, si on dit qu'on a été vacciné en Chine, on a été vacciné en Russie, dans certains pays, on ne se sera pas pris en considération. Maintenant, on dit avec le variant Delta, les frontières restent fermées pour les voyages non essentiels au moins jusqu'au 21 juillet, malgré les demandes de l'industrie touristique au Canada, parce que actuellement, le secteur hôtelier, le secteur de la restauration dépendent beaucoup des touristes américains. Alors c'est pourquoi lorsque ces gens-là ne peuvent pas rentrer, ça crée un problème pour le gouvernement, pour ce secteur-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas vraiment, surtout ces secteurs-là, qui ne peuvent pas rentrer beaucoup d'argent. Alors, et c'est pourquoi on dit que bientôt, c'est la fin de la quarantaine. À compter du 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus à effectuer la quarantaine obligatoire et à passer un test de dépistage de la COVID au 8e jour de leur arrivée. Jusqu'au 21 juillet 2021, les voyages restent néanmoins toujours circonscrits aux déplacements essentiels. OK? C'est ça que le gouvernement a annoncé et jusqu'au 5 juillet, c'est ce qui va se passer. Maintenant, et plus loin, on a les responsables de la santé publique et les responsables des services frontaliers, le ministre de la Sécurité frontalière. Tous ces gens-là disent qu'on doit continuer à respecter les règlements, même si on annonce des assouplissements, mais il faut continuer à respecter ça. Il faut avoir ArriveCan, il faut avoir un plan de quarantaine, il faut continuer à respecter les mesures de santé publique en place, le port du masque, etc. Parce que c'est important, c'est comme ça qu'on aura à avoir effectivement des dispositions sanitaires assez intéressantes. On annonce également que ce qui va se passer, c'est que pour les nouveaux résidents permanents, on va vous parler de ça tantôt, mais il y a les vols en direction du Pakistan qui sont repris. Mais pour l'Inde, jusqu'à présent, on attend parce que le virus, le variant Delta vient de l'Inde, alors on fait attention, on a peur. Du côté des États-Unis, c'est sûr que les élus ne sont pas contents parce qu'ils ont fait campagne, ils ont expliqué aux gens que pour la fête des États-Unis, le 4 juillet, au moins, ils pourraient voyager au Canada, pour aller au Canada.
Alors, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a affirmé au journal Buffalo qu'il a appelé l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Mme Kirsten Hillman, pour lui dire que son gouvernement faisait une grave erreur. Il dit à l'ambassadrice qu'on devrait travailler ensemble, que les États-Unis et le Canada devraient ouvrir la frontière immédiatement et on devait avoir un plan permettant aux Canadiens, aux Américains vaccinés de traverser, etc. C'est ce que M. Brian Higgins, élu démocrate de l'État de New York à la Chambre des représentants aussi, fait savoir. Alors, il y a des pressions de part et d'autre sur le gouvernement de M. Trudeau pour ouvrir la frontière. Comme je disais tantôt, le secteur hôtelier, le secteur touristique, le secteur de la restauration, tous veulent que les frontières soient ouvertes pour l'arrivée des touristes. Maintenant, on passe à une autre chose. On parle du serment de la citoyenneté et désormais, lorsqu'on prête serment de citoyenneté, on va lire un message qui reconnaît désormais les droits autochtones. Le nouveau serment de la citoyenneté, est disponible. Tout nouveau citoyen canadien qui lit ce serment va reconnaître officiellement les Premières Nations, les Inuits et les Métis et leurs droits. Après 2 tentatives, la loi modifiant le serment de citoyenneté est à faire passer et a reçu la sanction royale. Alors, le serment de citoyenneté du Canada est un engagement envers le pays et cela comprend le projet national de réconciliation, a déclaré dans un communiqué le ministre de l'Immigration, M. Marco Mendicino. Alors, il y avait une commission de vérité de réconciliation et là maintenant, le nouveau serment de citoyenneté tient compte de tout ça. Alors maintenant, quand on prête serment, on va déclarer « Je jure ou j'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution qui reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus du traité des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. » Alors, ce serment-là, maintenant, va faire partie du livre « Découvrir le Canada ». Alors, pour les gens qui ont fait des demandes de citoyenneté, qui n'ont pas encore passé l'examen de citoyenneté, sachez que là, maintenant, il y a des modifications qui seront faites et on va poser des questions sur ce qui a trait aux droits autochtones. Alors, c'est une modification importante parce que jusqu'à date, on n'avait pas inclus les droits ancestraux et issus du traité des Premières Nations, des Inuits et des Métis. OK? En tout cas, c'est une bonne décision et que tous les partis à la Chambre des communes ont décidé de ratifier. Maintenant, pour les personnes dont la demande de résidence permanente a été approuvée, avant, ils ne pouvaient pas quitter parce qu'on n'avait pas donné la possibilité à ces gens-là de devenir résidents permanents. Alors, je vous dis en passant qu'on est résident permanent quand on arrive au pays. Quand vous êtes à l'étranger, on vous donne une feuille de route pour pouvoir voyager, mais vous n'êtes pas encore résident permanent. C'est quand vous arrivez à l'aéroport ou bien à la frontière qu'on vous donne ce qu'on appelle la confirmation de résidence permanente. C'est un agent des services frontaliers qui confirme votre résidence, qui vérifie les informations et qui détermine que vous êtes résident permanent. Alors, on dit qu'à compter du 21 juin 2021, tout ressortissant étranger titulaire d'une confirmation de résidence permanente valide pourra se rendre au Canada. En vertu des règles précédentes, les ressortissants étrangers qui détenaient une confirmation de résidence valide délivrée au plus tard le 18 mars 2020 étaient exemptés des restrictions de voyage au Canada. Les détenteurs ne pouvaient venir au Canada que s'ils respectaient certaines conditions d'exemption supplémentaires ou s'ils venaient des États-Unis pour s'établir de façon permanente au Canada. OK? Alors, cette période de validité qui durait à peu près 1 an, et il y en a qui avaient expiré parce que pour la plupart, on parle de mars 2020. OK? Là maintenant, on nous dit que on permet à tous ces gens-là qui ont un passeport valide, qui ont un examen médical valide, de pouvoir rentrer. Alors, c'est ce qui arrive et on invite les gens à ne pas réserver de vol jusqu'à présent. Il faut attendre une nouvelle, si jamais votre CRP, confirmation de résidence permanente, a expiré, il faut attendre une nouvelle CRP auprès d'Immigration Canada. OK? Et on dit qu'on va faire venir les gens au fur et à mesure. On ne va pas
par exemple, laisser ces gens-là rentrer de façon, je dirais, en désordre. Il faut que tout se fasse correctement. Maintenant, le 20 juin 2021, dimanche dernier, c'était la journée mondiale des réfugiés. Un peu partout à travers le monde, on a célébré, on a commémoré cette journée des réfugiés. Et ici au Canada, on en a profité. C'est sûr que le gouvernement canadien a annoncé qu'il va recevoir 46 000 réfugiés pendant cette année-là. Parce que pendant la COVID, on n'a pas pu travailler. C'est sûr que vous vous rappelez, le gouvernement canadien avait fixé comme objectif d'accepter 300, même 401 000 personnes. Mais malheureusement, avec la COVID, on n'a pas pu atteindre cet objectif-là. Mais c'est la même chose pour les réfugiés également. Le Canada a reçu seulement à peu près 9 000 personnes des personnes qui devraient être rétablies, des personnes qui devraient être réinstallées ici. Alors, entre-temps, il y a des organismes qui ont tiré la sonnette d'alarme et ont déposé un rapport accablant sur la détention jugée abusive de migrants au Canada. Le document cite de nombreux cas de violation des droits de la personne. Les migrants au Canada sont généralement détenus dans des prisons provinciales. Il n'existe que 3 centres de détention fédéraux à Vancouver, à Toronto et à Montréal. Mais ce qui se passe dans ces centres-là, c'est vraiment lamentable. Alors, Amnesty International et Human Rights Watch parlent d'une situation difficile. La détention de ces personnes est arbitraire, abusive. Elle peut durer des mois, voire des années, puisque leur date de libération n'est jamais définie en avance. Des personnes racisées ou en situation de handicap psychosocial, ils font par ailleurs face à plus de discrimination tout au long du processus. Ce rapport de 100 pages s'intitule « Je ne me sentais pas comme un être humain ». La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale. Le document précise que ce groupe d'individus comprend les personnes qui ont fui la persécution pour venir chercher la protection au Canada. Nombre de personnes migrantes sont incarcérées dans des prisons provinciales, sont souvent mises en isolement cellulaire. Okay? Le rapport relève que la majorité des personnes détenues sont originaires d'Afrique et que les Africains sont de loin ceux qui attendent le plus longtemps en détention par rapport aux autres groupes de couleurs mentionnés. On a aussi le témoignage d'un migrant. Il affirme que le douanier de l'agence des services frontaliers l'a interrogé de façon agressive, sans lui donner le temps de comprendre lentement en anglais ce qu'il lui voulait. Il ajoute que le douanier a saisi toutes ses affaires, y compris le dispositif auditif lié à son implant cochléaire. On m'a envoyé dans un centre de détention, dit-il, où j'ai été interrogé durant 3 jours. J'étais terrifié, je me sentais piégé. C'est ce que ce migrant dit. Il précise qu'il n'a pas eu un accès direct à un avocat en détention et qu'il a été traité de façon honteuse et déshumanisante. C'est la même chose pour les enfants. Amnesty International et Human Rights Watch affirment que la détention arbitraire au Canada n'est pas seulement réservée aux adultes, les enfants en font aussi les frais, ce qui est encore plus intolérable selon eux. Il cite le cas d'une jeune Afghane qui est arrivée au Canada en 2017 à l'âge de 7 ans par la frontière terrestre avec ses parents et ses frères. On nous a offert du porc, mais nous ne pouvons en manger. Nous avions faim. Ils savent que les Arabes souvent ne mangent pas le porc. On leur a offert du porc et ils savent qu'ils ne pouvaient pas en manger. Nous avions faim. Nous étions effrayés, dit-elle, sans voir dans l'écran comme les autres intervenants pour ne pas être identifiés. Elle dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'on pouvait leur reprocher. Les membres de la famille ont tous fait le vœu de ne plus en parler une fois qu'ils ont été relâchés dans la communauté. Alors, comme recommandation, les deux groupes proposent plusieurs recommandations à Ottawa pour remédier à la situation. Ils appellent les autorités fédérales à mettre fin au traitement des personnes dans le système d'immigration. Ils demandent d'abolir progressivement toute détention lors de l'immigration au Canada. Amnesty International suggère par ailleurs une révision complète des procédures de détention des migrants au pays et la création d'un organisme de surveillance indépendant pour veiller à ce qu'elle qualifie de manquement de l'agence des services frontaliers de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Amnesty demande d'ici là de mettre fin à certaines pratiques quotidiennes en détention, comme l'usage de menottes, le recours au confinement solitaire en cellule.
Elle suggère aussi de remettre en liberté les personnes qui affichent un handicap physique ou mental pour qu'ils puissent être pris en charge dans la communauté en attendant que leur dossier soit étudié devant les autorités. Amnesty rappelle en outre au Canada ses obligations en matière de conventions internationales qu'il a signées au sujet de la torture et des droits de la personne. La sécurité nationale du Canada ne devrait pas être un prétexte ou une raison, selon les organismes, pour traiter les migrants de façon abusive et punitive ou pour leur retirer leurs droits fondamentaux. C'est gênant pour le Canada quand on voit ce qui se passe. On pourrait penser qu'on est en Afrique, qu'on est dans un pays où il y a de la dictature. On ne dit pas que c'est généralisé, que c'est une situation qui... Mais quand même, quand ces gens-là sont en train de vivre cette situation-là, c'est extrêmement grave. La personne a faim, elle demande à manger. Vous savez qu'elle ne mange pas le porc et vous lui offrez le porc. Ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas qu'elle mange. C'est incroyable. Pour cette journée mondiale des réfugiés, les organismes aussi ont écrit, ils ont dit, on va rendre visibles les invisibles. OK? On a essayé de mettre en œuvre des dispositions d'intégration. On a essayé de mettre en lumière aussi les initiatives pour sensibiliser la population à la cause des personnes déracinées par les conflits et la pauvreté. Oui, alors on parlait de la journée mondiale des réfugiés. Alors vous allez voir comment la situation est extrêmement compliquée à travers le monde. On dit le nombre de déplacés à cause des guerres et des crises a doublé en 10 ans selon l'ONU. Malgré la pandémie, le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre 2 fois plus élevé qu'il y a 10 ans selon l'ONU. Selon le rapport annuel de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés publié vendredi, le nombre de réfugiés de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et de demandeurs d'asile a progressé de 4% en 2020 par rapport au chiffre déjà record de 79,5 millions en 2019. 2020 représente ainsi la 9e année de hausse continue des déplacements forcés dans le monde. Pendant la pandémie, tout s'est arrêté, y compris l'économie, mais les guerres, les conflits, la violence, la discrimination et les persécutions, tous ces facteurs qui poussent les gens à fuir ont, eux, continué à expliquer. L'AFP, le chef de l'agence des services hospitaliers pour les réfugiés, Filippo Grandi. Aujourd'hui, 1% de l'humanité est déplacée et il existe 2 fois plus de personnes déracinées qu'il y a 10 ans, quand le nombre total atteignait environ 40 millions, s'inquiète HCR. En 2020, fin 2020, le monde comptait 30,3 millions de réfugiés et d'autres personnes déplacées de force hors de leur pays, dont 5,7 millions de réfugiés palestiniens et 3,9 millions de Vénézuéliens. Et les demandeurs d'asile représentaient 4,1 millions de personnes. C'est un spectaculaire échec pour l'humanité. Le grand saut concerne le chiffre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui s'élève maintenant à 48 millions. Un nombre sans précédent, a souligné M. Gandhi lors de la présentation du rapport. Ces chiffres mondiaux de déplacés sont un spectaculaire échec pour l'humanité, a dénoncé Jean Egland, qui dirige un groupe. Alors on dit, malgré ces statistiques faramineuses, les dirigeants du monde entier ont été incapables de résoudre la plus grande urgence de notre génération. Principalement engendrée par les crises en Éthiopie, au Soudan, dans les pays du Sahel, au Mozambique, au Yémen, en Afghanistan et en Colombie, le nombre de déplacés internes a augmenté de plus de 2,3 millions l'an dernier. Malgré la pandémie et les appels à un cessez-le-feu mondial lancés par le secrétaire général de l'ONU, les conflits ont continué à faire fuir les personnes. Le rapport note également qu'au plus fort de la pandémie en 2020, plus de 160 pays avaient fermé leurs frontières. 99 d'entre eux n'avaient fait aucune exception pour les personnes en quête de protection. On nous dit également qu'il y a 1 million d'enfants qui sont nés en exil. L'an dernier, plus des 2 tiers de toutes les personnes ayant fui à l'étranger étaient originaires de seulement 5 pays. La Syrie, 6,7 millions de personnes. Le Venezuela, 4 millions de personnes. L'Afghanistan, 2,6 millions. Le Soudan du Sud, 2,2 millions. Et au Myanmar, 1,1 million. Les jeunes, les filles et les garçons de moins de 18 ans représentent 42% de toutes les personnes déracinées. Et selon les estimations du HCR, près d'1 million d'enfants sont nés en tant que réfugiés en 2018 et 2020.
Alors imaginez, pendant que les gens sont déplacés, maintenant ils donnent naissance à des enfants, 1 million. Alors c'est ce qu'on appelle des apatrides. Et là, encore, suivant certains pays, ils pourraient avoir la nationalité, mais normalement ils sont nés dans des territoires ou dans des zones qui sont à l'étranger. C'est très très difficile. 1 million d'enfants. Là maintenant, on dit que la réinstallation des réfugiés a aussi eu une baisse pendant la pandémie, parce que les pays dits développés, les pays occidentaux, ils créent des conflits, des situations difficiles dans ces pays-là. Et maintenant, vous avez près de 80 millions de personnes qui sont déplacées. Entre-temps, ils ont promis à l'ONU de réinstaller des personnes qui sont dans cette situation-là, mais ça a baissé considérablement et à 34 400, soit le niveau le plus bas depuis 20 ans. Alors, actuellement, avec la reprise, les pays disent que nous allons faire de notre mieux pour essayer de réinstaller les réfugiés. Le Canada promet 46 000 personnes. Mais vous allez voir, pour la 7e année de suite, vous allez voir les pays qui ont accueilli plus de réfugiés au monde. On a la Turquie qui accueille 3,7 millions de réfugiés. La Colombie, 1,7 million. Le Pakistan, 1,4 million. L'Ouganda, 1,4 million. L'Allemagne, 1,2 million. Les mauvaises langues disent, ah oui, quand vous dites que la Colombie accueille 1,7 million, qu'est-ce que la Colombie offre à ces gens-là? C'est pas la même chose que le Canada offre. Mais si la Colombie peut recevoir 1,7 million, et quand on nous dit que le Canada va recevoir 46 000, vous comprenez que le Canada ne reçoit pas beaucoup plus et que, comme on a laissé entendre, que le Canada, c'est le pays qui reçoit le plus de réfugiés dans le monde. C'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas la réalité. OK? Alors, et on nous dit que pour le 77e anniversaire de la Convention sur les réfugiés, c'est l'occasion pour le Canada de faire mieux. Et ensuite, on dit que pour cet anniversaire-là, on constate également que le principe de non-refoulement n'est pas respecté. Parce que quand quelqu'un vient au Canada ou bien vient à l'étranger, vient faire une demande d'asile, il y a au niveau de la Convention qui a été signée pour les réfugiés à Genève, la Convention dit on ne doit pas refouler cette personne-là parce que c'est une personne qui demande la protection. Oui, après l'audience, on peut déterminer si oui ou non la personne répond aux critères, mais on ne devrait pas refouler. Alors, les organismes dénoncent certains pays qui font ça. On dit qu'il y a des pays qui refoulent des personnes malgré ce principe de non-refoulement. Alors, et on dit que ça, ce n'est pas le droit international coutumier. On dit que effectivement, ça ne devrait pas avoir lieu. Par exemple, on dit que en 2021, on a vu des non-signataires de la Convention violer le principe de ce non-refoulement. La Thaïlande, par exemple, a expulsé vers le Myanmar des dissidents qui avaient tenté de fuir la répression exercée par la junte militaire. La Jordanie a expulsé des réfugiés yéménites qui s'étaient pourtant enregistrés auprès de HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et pour les avoir détenus dans des conditions épouvantables, l'Arabie Saoudite a envoyé chez eux des Éthiopiens, y compris des Tigréens, sans avoir véritablement évalué leur demande d'asile. Alors, on dit que c'est grave, c'est lamentable, et puis c'est une situation extrêmement compliquée. Maintenant, pour terminer, on va regarder la situation au Québec. C'est la situation où le Parti québécois propose quelque chose comme la régionalisation de l'immigration. Alors, d'après le Parti québécois, il faut régionaliser 50% de l'immigration. Et ça veut dire quoi? Il faut trouver une solution pour demander aux immigrants qui arrivent ici de les refouler, de les envoyer, par exemple, dans les régions. Parce que dans les régions, il y a un manque de main-d'œuvre criant. On dit actuellement, près de 65% de l'immigration se concentre dans la région administrative de Montréal, selon Statistique Canada. Si l'on ajoute la région de Laval, le taux d'attraction des nouveaux arrivants de la région métropolitaine grimpe à 70%. À l'inverse, le ministère de l'Immigration indique qu'au premier trimestre de 2019,
2/3 des 114 215 postes vacants au Québec étaient à l'extérieur de la région administrative de Montréal. Alors, par la voix de son porte-parole, Mme Mégane Perry-Mélançon, et le Parti québécois propose de prioriser les nouveaux arrivants qui s'engagent à s'installer en région tout en s'assurant qu'il y a des incitatifs à y demeurer. On dit par exemple en Gaspésie, il y a des entrepreneurs du secteur touristique qui composent avec un manque de personnel. En Montérégie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des entreprises manufacturières qui ne savent plus à quel sens se vouer. Alors on dit que le Parti québécois demande au gouvernement ainsi qu'à Emploi Québec d'adapter la liste des professions permettant de bénéficier du traitement prioritaire au sein du programme des travailleurs étrangers temporaires aux besoins réels. La rétention des étudiants fait partie des demandes du PQ. Alors, le Parti québécois propose quelque chose d'intéressant. Aux étudiants étrangers qui arrivent ici, qui paient des frais, il demande au gouvernement de rembourser aux étudiants étrangers le surplus qu'ils doivent débourser en frais de scolarité pour pouvoir s'installer dans les régions et afin d'exercer des professions en région pendant 5 ans. Ça, c'est une bonne chose, okay? Une bonne proposition. Les immigrants qui accepteraient de travailler en région devraient bénéficier des délais administratifs plus rapides concernant le certificat de sélection du Québec. Seulement 118 personnes relocalisées. On dit que le gouvernement finance un programme destiné à régionaliser l'immigration, mais jusqu'à présent, c'est seulement 118 personnes qui sont relocalisées. Ça, c'est pas bon du tout. On trouve que ce n'est pas correct par rapport à ça. Alors, la proposition du gouvernement, c'est de régionaliser l'immigration parce que sinon, on ne va jamais résoudre le problème. Et ce que M. Legault dit, on a besoin des immigrants à 56 000 $. Impossible d'avoir des immigrants à 56 000 $. C'est ce que la Fédération des chambres de commerce dit. Et ensuite, là, dans les régions où pratiquement il y a peu de moyens, alors c'est sûr qu'on ne pourra pas résoudre le problème, avoir des immigrants à 56 000 $. Et c'est pourquoi on devrait tenir compte de la proposition du Parti québécois. Merci pour cette partie-là. On va prendre une pause et après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et par la suite, on va faire des commentaires, l'éclairage sur la question des réfugiés, des demandeurs d'asile. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gadoli pas suspend ou son problème qui pas de solution ou son poème qui change émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jedmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jedmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jedmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Maintenant, le rappel des nouvelles les plus importantes pour les questions de visa de visiteurs, pour les gens qui veulent venir, qui veulent visiter le Canada. Alors, vous pouvez faire votre demande. Jusqu'à date, on vous dit que les délais de traitement vont jusqu'à 1 an. Alors, techniquement, quelqu'un veut inviter ses parents pour les prochaines vacances, oui, c'est possible, mais surtout, ne pensez pas que pendant cette période estivale de 2021, vos parents pourront rentrer. Ceux qui ont déjà le visa de visiteur, après, maintenant, s'ils sont vaccinés ou bien si on enlève la question d'autorisation, là, maintenant, ils pourront rentrer plus facilement ici au Canada. Alors, la question, c'est que vous voulez faire une demande de visa de visiteur, il faut nous contacter. Nous allons vous aider, nous allons vous permettre de régler cette question-là. Et normalement, on vous dit que il faut avoir des preuves d'attachement pour pouvoir venir visiter le Canada. S'il s'agit maintenant de demande de permis d'études, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous organiser pour avoir la possibilité de faire votre demande de permis d'études. Alors, le permis d'études, pour le permis d'études, on demande la capacité financière. Est-ce que vous avez les moyens pour prouver que vous êtes en mesure d'étudier? C'est ça le X, c'est ça le défi. Est-ce que aujourd'hui, avec la COVID, avec tout ce qui se passe, est-ce que vos parents ont les moyens de démontrer au gouvernement canadien qu'ils peuvent à ce moment-là payer et financer la scolarité? Il y a les frais de scolarité, il y a également les frais d'hébergement. Alors c'est important de pouvoir régler ça. Maintenant, une fois que vous arrivez ici, parce que là on travaille avec les gens qui veulent venir pour le trimestre d'hiver, une fois que vous arrivez ici, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être en mesure de s'organiser, c'est d'être en mesure de pouvoir répondre aux critères, c'est-à-dire d'étudier et puis de pouvoir faire votre résidence par la suite. Pour les permis de travail, pour les gens qui veulent appliquer pour le permis de travail, oui, c'est possible également d'appliquer pour le permis de travail. Ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est que si vous voulez venir, il faut trouver une offre d'emploi, il faut répondre aux critères. Si vous voulez trouver une personne comme aide familiale résidente, il faut aussi avoir les moyens pour payer cette personne-là. Pour les questions de résidence permanente, maintenant, une fois que les voyages vont commencer à reprendre, là, sachez que vous ne pouvez pas voyager si votre carte de résidence n'est pas valide. Alors, il faut nous contacter pour pouvoir le faire. Ensuite, si pour la citoyenneté, alors on vous a dit dans les nouvelles que maintenant, il y a un nouveau serment de citoyenneté, il y a des dispositions parce que si maintenant vous attendez votre examen, sachez que et voici ce qui se fait maintenant. Il y a un nouveau serment et peut-être qu'il y a des questions qui vont être posées par rapport aux autochtones. Alors, soyez branchés avec VisaMax, vous avez les dernières informations. Soyez branchés et prenez toutes les dispositions pour le faire. Maintenant, pour les questions de demande de résidence permanente, pour les questions qui ont rapport au travail qualifié. Alors, jusqu'à présent, ceux qui ont suivi nos conseils se préparent pour faire leur test du français et en même temps pour s'organiser pour la question de, comment on pourrait dire, de pouvoir, par exemple, faire évaluer leur diplôme. Mais cependant, c'est que les délais ne dépendent pas de nous. Et puis, maintenant, on pense avec la reprise, c'est que on va traiter davantage ces dossiers. C'est une situation assez compliquée. Maintenant, pour les demandes de parrainage de parents, on attend la décision du gouvernement, parrainage d'enfants. Et à chaque émission, c'est nécessaire de vous prendre ceci. Vous parrainez soit vos enfants naturels, soit un enfant adopté. Vous ne pouvez pas parrainer des cousins, des frères, des sœurs, s'ils ne répondent pas aux critères. Généralement, pour parrainer ces gens-là, ils doivent être orphelins et moins de 18 ans. Cependant, les gens trouvent que avec la crise qui secoue certains pays, c'est qu'on peut parrainer tout le monde. La personne dit, oui, c'est moi qui prends soin de l'autre. Oui, mais c'est pas parce que vous prenez soin de quelqu'un que cette personne-là est votre enfant. La loi dit pour parrainer un enfant, l'enfant doit être soit naturel, soit adopté. Si c'est un neveu que vous voulez parrainer ou bien un petit frère, c'est orphelin de père et de mère. OK? Il faut faire attention à ça. Je vous comprends. Je sais que
et vous ne vivez pas correctement quand vous savez que ces enfants-là, ils sont à l'étranger, ils meurent de faim, ils ont des problèmes. Mais la loi dit c'est parrainer des enfants naturels ou bien adoptés, ou bien s'il s'agit de certains cas spéciaux, c'est moins de 18 ans et orphelins de père et de mère. C'est ce que la loi dit. On ne peut pas changer ça. Maintenant, pour le parrainage de conjoints, vous voulez parrainer vos conjoints, vous voulez savoir exactement comment parrainer vos conjoints. Alors, c'est important de savoir que aujourd'hui, avec la COVID, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu aller voir leurs conjoints. Mais il faut compenser ça par d'autres choses. Mes amis, nous pas de cas voyager, nous pas de cas aller au web ou bout non. Mais quand nous là, nous avons temps pour nous parler dans le téléphone, nous supposons qu'il y a plus texto, nous supposons qu'il y a plus. Là, nous pas voyager, nous pas de texto, nous pas rien du tout. Mais qui j'ai pas le fait comprendre que la relation ça vrai? C'est ça qui fait que c'est important pour nous connaître que situation mais comment pour faire, mais comment pour avancer avec ça. On va venir côté nous, on a payé deux, on a dit comment pour faire. Parce que le parrainage de conjoint, c'est-à-dire que c'est une façon de démontrer que la relation est de bonne foi. Parce qu'on ne sait pas. C'est pas parce que vous avez un certificat de mariage, c'est pas parce que vous avez un document, vous dites, ah oui, ah non, ça c'est réel parce que j'ai mon certificat de mariage. Mais tous ceux qui font la demande de mariage, ils ont aussi le certificat de mariage. Dernièrement, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, oui, moi je ne suis pas marié et en même temps, je ne vis pas en conjoint de fait. Moi, j'aimerais faire le partenaire conjugal. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, le partenaire conjugal, souvent, en créole, on dit c'est partenaire lié. Mais c'est différent pour l'immigration au Canada. Partenaire conjugal, c'est une relation que vous avez dans un pays qui ne reconnaît pas cette relation. Par exemple, quelqu'un, il est homosexuel, et lui-même, il dit, avec un monde qui est en Haïti qui est homosexuel. Mais Haïti pas reconnaître homosexuel. C'est-à-dire, ou pas qu'à déclarer, moun ça pas qu'à aller dans l'État pour dire, moi-même, moi c'est Massissi, moi, déménagement au Canada. Ou pas qu'à marier, homosexuel, ou pas qu'à marier en Haïti. Alors, ça veut dire que, relation ça, ou pas qu'à déclarer dans le pays côté avec considéré partenaire conjugal avec moun ça. Mais il faut qu'il y ait des preuves. C'est pas juste dire ça. Ok, moi pas dire ça pour moun commencer à le dire, vous capable d'interdiire Massissi puis nous va faire relation avec lui. Non, moi pas dire ça pour nous faire ça non, parce que c'est un pile preuve pour démontrer ça. Ok, alors tandis que si moun ça au Mexique et que oui ou qu'a dit c'est une relation avec lui parce que Mexique reconnaît droit homosexuel. Alors ouais, chaque thème yo a une signification yo. Mariage c'est leur marié soit dans civil soit dans l'église et question de marier on a dit quoi un petit mariage moi fait et moi faire gros à l'église. Non, le mariage est civil. C'est vous voulez à l'église pour faire mariage, mais mariage c'est civil lié. Même pasteur, même père, pour le faire mariage en Haïti, par exemple, il faut aller chercher autorisation, la main et autorité. Alors, si vous pas voulez faire mariage là, c'est conjoint de fait. Vous avez dit, oui, je vais aimer à faire conjoint, je vais aimer, pas de marier, je vais faire conjoint de fait. Mais pour faire conjoint de fait, il faut vivre 12 mois ensemble avec lui. Or, pas voulez à Haïti pour le faire 12 mois avec mon là. Alors, seule solution, c'est marier. OK? Maintenant, pour les questions de demandeurs d'asile, et considération humanitaire, c'est important que demandeurs d'asile pour nous dire non que aujourd'hui pour faire demande d'asile parce qu'il y a un pile monde qui voulait venir pour faire demande d'asile là, nous dire sous frontière là jusqu'à présent ça a fonctionné, mais en plus de ça que nous avons dit encore, c'est que si vous voulez faire demande pour le marché, il faut qu'il y ait un monde qui puisse accompagner. Souvent c'est ça qui manquait, ça veut dire que le monde n'a fait demande j'en voulais. Et puis, s'il vous plaît, pour nous-mêmes qui écouter en Haïti, si nous connaissons, nous venons ici pour nous faire demande d'asile, pour nous dire que nous payons l'appli, nous payons ISO, nous payons groupement OSO, ça n'a pas marché pour nous. Moi, je dis nous ça à l'avance. Parce que ça c'est banditisme généralisé. Ça veut dire que ce cas-là, c'est un cas personnalisé pour lui. OK? Si on dit ou paie Matissan, ou paie ceci, ou paie cela, ça, c'est pas le cas. C'est vrai, moi, je dis non, il faut nous prendre les bons conseils. Parce qu'en plus, on a dit, oh oui, j'ai une situation pays, mais
Il y a des gens qui vivent là-dedans. La commission immigration, lors de l'audience, ils leur demandent qui est sous père sous le tour en Haïti, leur dit il appli. Ils leur demandent pour qui sont père il appli, pour quelle raison que s'il appli la gueule encore. On ne peut pas avoir raison. On peut dire oui, s'il appli à craser, briser tout partout. Mais cependant, on ne peut pas avoir raison. Ça fait qu'il faut nous faire attention. Moi, je connais depuis au fin qui te volent commencer là. En pile, mon bras venir pour faire asile. Et s'il vous plaît, nous-mêmes qui avons des émissions, nous-mêmes qui sommes supposés bailler au conseil, s'il vous plaît, pas à quitter mon nom, à le faire, ouais. Imaginez l'homme qui a quitté le pays, à venir, et puis, on le faire, ça, on le dit comme ça que, oui, il me fait de maintenant, il me dit que le pays a crasé, pays ceci, pays ça. Même si on dit pays a crasé, c'est pour un asile lié. L'humanité, nous comprendre ça. Alors, l'humanité, tout, c'est que l'homme fait de maintenant, nous-mêmes, nous avons dit, nous prenons le temps pour nous réfléchir avec, pour nous discuter avec lui, pour nous expliquer que, mais qui gens pour le faire de maintenant, pour ça marcher. Moi, il y a un monde, moi aussi, l'autre chose, il voulait une fait de manière humanitaire. Puis, dans ce temps, il cite, il a un papier, il a un monde, il est marié avec un monde qui est américain. Vous me dites, si je fais de maintenant pour vous, sans pas résoudre le problème, ça, il va regarder, ouais, où c'est américain. Tout pour là. Ou marié, ça fait 4 ans avec mon nom. Mais comment fait le papa aîné? Alors, agent immigration Canada, il va le dire, bon, si mon papa aîné, alors, est-ce qu'il connaît qu'on pas de danger vraiment? Parce que normalement, marié avec un monde qui est citoyen américain, il connaît pas de papier au Canada. Premier de voir, c'est fait demande parrainage là pour. Alors, ouais, c'est tout ça, nous-mêmes, dans Vision Max, nous prenons. C'est pas une question de courir faire contrat. Nous prenons le temps pour nous chiter avec nous, pour nous expliquer la situation et pour nous faire connaître comment tout bagailler. Alors, si c'est peut-être ça, moi, je dis non. Nous-mêmes, avec dans Vision Max, l'objectif, nous, c'est nous service et puis nous bons conseils qui vous permettent que nous-mêmes, nous capables de fonctionner. Moun qui a un problème avec nous, c'est moun qui a demandé nous pour nous accélérer le processus pour eux. Depuis c'est ça qu'on a demandé nous, on a toujours un problème avec nous parce que nous ne sommes pas capables. Bon, moi, je dis en public, moi, je dis, moi, pas aucun pouvoir pour me faire dossier avancer. Alors, si c'est ça que nous voulons, nous n'avons pas besoin de venir dans Vision Max parce que nous ne pouvons pas faire ça. Ouais, moi, je dis ça en public. Alors, avec nous, c'est même pas que nous dit. Ça veut dire que moi, pas de pouvoir magique pour me faire ça. Parce que souvent, mon nom est venu, il dit, oh oui, moi, avec Vision Max, dossier pas marché. Oh, Vision Max pas fait une date audience. Vision Max pas fait que dossier va avancer dans l'ambassade. Si c'est pour ça, nous mettons un dossier, nous mettons pas venir. Et puis, nous privé, et nous avons bonne raison après ça, parce que ce n'est pas un monde qui a fait. Parce que ce n'est pas quoi, il y a un représentant qui a plus de pouvoir qu'on l'autre à niveau ça. En tout cas, c'est tout ça que je partage avec vous. Et c'était Journée mondiale des réfugiés. Je parle en pile de réfugiés. Ça me garde dire non. Faites attention pour que tout le bagage nous passe correctement. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre ami Yvon Chéri qui a fait un bon travail. C'est lui qui nous permet d'avoir une belle vue et que tout fonctionne bien. Alors on lui dit merci. Merci à vous qui partagez également cette émission avec vos amis et vos proches. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 77 93. Dans le cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gardé au lit, pas